je me trouve dans les rues de New York et tout d'un coup, je m'arrête, vraiment là, le moment sortie de matrice, pilule rouge, et je me dis, mais tout ce que je vois autour de moi, tout, les gens qui se ruent vers leur travail, la façon dont ils s'habillent, l'organisation urbaine de ces grandes avenues, etc., les voitures, les buildings, etc., tout venait émergeait du fait d'utiliser une monnaie rare. Tout ce que je voyais autour de moi. Voilà. Et là, wow, vraiment moment de sortie de la matrice, là. Eh bien, écoute, oui, on peut commencer là-dessus. J'aime beaucoup aborder ça effectivement au niveau de l'argent parce que ça touche tout le monde. Non seulement ça touche tout le monde, ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en ont pas du tout, ça les touche de la même façon, et ceux qui en ont moyennement, peu importe, ça touche tout le monde. Et en plus, ça nous touche, y compris dans nos micro-décisions de la journée. Il y a énormément de choses qu'on fait en fonction qu'on fait ou qu'on ne fait pas, en fonction aussi de ça. Alors, je vais peut-être déjà pour préciser, pour donner un cadre, opérer une distinction qui s'avère peut-être un peu difficile à faire. Il faut un petit peu de temps, un petit peu de gymnastique intellectuelle, mais de faire la différence entre argent et monnaie. Argent et monnaie. Pour prendre un parallèle, si on prenait le parallèle des jeux, du monde des jeux pour jouer, eh bien, l'argent, ça constituerait le Monopoly. Et si on avait tout le temps joué au Monopoly, on n'avait fait aucun autre jeu, ni joué aux échecs, ni à la marelle, ni au foot, ni rien du tout, on n'a jamais fait d'autres jeux, on a joué qu'au Monopoly, quand on dirait jouer, on penserait Monopoly. Eh bien, quand on pense économie, quand on pense richesse, etc., on pense argent, de la même façon. D'accord ? Maintenant, on sait qu'on peut faire des tas de jeux. On peut faire des jeux où il y a un gagnant, où au contraire tout le monde peut gagner, où on collabore, où on se met en compétition. Il y a des jeux très durs, il y a des jeux plus faciles, etc. Bon, eh bien, ça vaut de la même façon pour les monnaies. Les monnaies, il s'agit de façon, d'un langage en tout cas, pour représenter la richesse. Les richesses en fait, parce qu'il y a des tas de formes de richesse. Mais l'argent, voilà, ça constitue des règles du jeu de type Monopoly qu'on a depuis très très longtemps. Et je vais peut-être maintenant essayer de partager avec toi en quoi déjà, enfin comment ça fonctionne et pourquoi ça influence autant notre psychisme et nos civilisations et nos choix à la fois collectifs et quotidiens. Et la meilleure façon de le comprendre, eh bien, imaginons qu'on joue au Monopoly. Voilà, on joue toi et moi au Monopoly, il y a peut-être d'autres joueurs et joueuses avec nous, donc nous voici autour du plateau, nous démarrons. Alors déjà, chose intéressante, dans une société totalement égalitaire. Il n'y a pas de quelle famille tu viens, etc. Nous avons tous exactement les mêmes chances. Bon, ok. Et puis, on va jouer les dés, chacun, on va tomber sur des cases, on va décider, j'achète pas, et ainsi de suite. Bon. On démarre donc chacun avec le même budget, on va commencer à dépenser un petit peu d'argent, à en gagner un petit peu, et ainsi de suite. Et assez vite, en fait, il y a des courbes exponentielles qui vont se mettre en place, très simple. Moins j'ai d'argent, plus je vais devoir payer, moins je vais pouvoir acheter, moins je vais pouvoir investir, plus je vais devoir payer des loyers aux autres. Donc en fait, ça va se mettre avec quelques hauts et quelques bas, ça fait pas de façon très lisse, mais de façon haut et bas, etc., ça finit quand même par plonger. Et donc, je vais finir en banqueroute. L'autre joueur ou l'autre joueuse, pareil, elle va peut-être en avoir un peu plus, un peu moins, et ainsi de suite, et puis, à un moment, ça va plonger aussi, la personne va faire banqueroute. Et puis, la personne, il y a une autre personne, voilà, ça va lui arriver, peut-être toi, c'est pareil, un peu plus, un peu moins, etc. Et puis, ben oui, là par contre, ta courbe, elle va commencer à monter en exponentielle, d'accord ? Jusqu'au moment où il y aura tous les joueurs en banqueroute et toi qui auras amassé toute la mise. Alors, question déjà, qui a gagné ? Je pose la question. Le jeu. Question piège, j'imagine. Non, mais ouais,
Ma réponse, c'est le jeu qui a gagné. C'est le jeu qui a activé les gens et qui a fait qu'il y a un gagnant au bout du compte. Donc c'est les règles du jeu qui ont gagné. Mais ça aurait Parce que je pu te très demande qui, bien, je vais dire en tant que personne. Quelle en tant personne que a... personne, Ouais. qui est régulièrement considéré comme le gagnant de ce genre de jeu, c'est celui qui a amassé tout et qui a dépouillé tout le monde. Mhm. Et voilà. Et là, je trouve ça très intéressant de noter qu'il y a, une fois de plus, un obscurantisme et là, une architecture invisible du langage de déterminer un gagnant. Parce que factuellement, tu as un jeu à mort collectif. À mort collective, tout le monde a perdu. Y compris toi, tu as ta grosse pile de monnaie, mais tu n'as plus personne pour échanger économiquement. Tu as des morts économiques autour de toi, ça fait de toi un mort économique comme les autres. Ça s'appelle, dans la théorie des jeux, un jeu à mort collective. Tout le monde, en fait, dans la réalité économique, hein, meurt. Voilà. Alors on peut décider par convention que ben, tu as, des jolis yeux et tu as des yeux plus beaux que les autres et tu as gagné. Je veux dire, on peut aller dans ce type d'arbitraire. Hein. On peut décider que les gens de tel âge et de tel sexe vont gagner plutôt que les autres. On peut faire des choix comme ça, mais ça reste complètement arbitraire. Si on veut essayer d'aller sur du factuel, eh bien, tu as ta grosse pile de billets, tu peux en faire du papier toilette, tu peux le brûler si tu veux faire du feu, mais tu as perdu comme les autres. D'accord. Donc, comment ça s'explique? Eh bien déjà, par un phénomène mathématique qu'on appelle la loi de Pareto ou l'effet Pareto. Ça nous vient de ce sociologue et comment dire économiste italien de la fin du 19e siècle qui a voyagé et a fait le constat que peu importe les pays, les cultures, les systèmes de ressources, les systèmes de gouvernement, les religions, peu importe les pays dans lesquels il allait, il semblait que une petite partie de la population concentrait toujours les richesses. J'entends les richesses financières, évidemment. Le contrôle des richesses par l'argent. Bon. Et il a écrit d'ailleurs ces fameuses lois mathématiques qu'on appelle les lois de Pareto. Il a fait les maths là-dessus. Et ça se comprend très très bien. On parle souvent des 80-20, mais en fait, dans la réalité, tu peux avoir, je sais pas, 2% des gens qui concentrent 94% des richesses. Tu vois, ça va beaucoup plus loin que ça et dans des ratios plus complexes que ça. Bon, donc il a écrit ces lois et tu les comprends en fait tout petit déjà quand tu commences à jouer au Monopoly. Tout simplement, plus j'ai d'argent, plus je peux investir, plus je vais investir, plus je vais en gagner, plus je vais en gagner, plus je peux investir, ainsi de suite. Tu as une fonction exponentielle qu'on appelle en fait une loi de condensation. L'argent se condense. On parle de ça en économie. Eh bien, en fait, comme la gravité, ben, l'argent attire l'argent. Tu as de moyens d'investir plus. Alors, il peut t'arriver des accidents, tu peux faire des mauvais choix, etc. Bien entendu. Et d'ailleurs, dans le Monopoly, histoire de ralentir l'issue fatale du jeu, eh bien, ils ont mis deux piles de cartes, les cartes caisse de communauté et les cartes chance, qui rabattent un peu les cartes, hein, qui redistribuent un petit peu, qui mettent un petit peu de hasard, un peu de bâton dans les roues des personnes autour du plateau. Et essaye un jour de jouer à ce jeu-là en ne mettant pas les cartes, et tu verras, ça va encore plus vite sur la loi de condensation monétaire, la loi de Pareto. Donc, on a un plateau qui fonctionne sur une règle mathématique, une loi vraiment physique du monde, qu'on appelle aujourd'hui donc loi de Pareto ou effet Pareto. Déjà, les gens ne savent pas combien ce qui va leur arriver s'avère totalement déterminé par une loi mathématique. Alors, après, qui va gagner? Bon, il y a un petit peu d'astuces, pas beaucoup hein, dans le Monopoly, ça dépend surtout des dés, mais il y a un phénomène inéluctable, à savoir une mort collective. D'ailleurs, tu pourrais mettre autour de ce plateau, tu remplaces les joueurs avides, méchants, etc. Tu vas mettre des personnes les plus bienveillantes. Et je sais que tu en fais partie. Voilà, simplement, on va demander à ces gens bienveillants, sages, avisés. Écoutez, vous ne faites que jouer au Monopoly. On vous demande pas de jouer méchamment. On vous demande simplement de jouer par les règles. Peu importe, hein, on peut mettre le pape, le Dalai Lama, voilà, des gens qu'on considère en général comme plutôt pas trop méchants, hein, eh ben ça va rien changer. Ils vont finir avec des riches et des pauvres, et ils vont finir avec Mhm. une mort collective. Donc voilà déjà un exemple d'architecture invisible, parce que tu le vois pas, ça. Ça fait pas partie d'un truc que tu vas toucher. Et maintenant, regardons les conséquences de ça. On a vu que déjà, ça crée une mort collective. Bon, donc l'issue,
s'avère fatale. D'autre part, ça crée un mécanisme de rareté artificielle de l'argent. Parce que, quand je dis rareté, ça ne veut pas dire que dans l'absolu, on manque d'unités de compte, on ne manque pas d'euros, on ne manque pas de dollars ou de choses comme ça, il y en a largement assez pour tout le monde. Mais la rareté se trouve dans la loi de concentration monétaire, hein, qui fait qu'il y en a qui vont très vite accumuler énormément, et la majeure partie des gens va en manquer. Si tu manques d'argent, il se passe quoi? Ben, je vais prendre une métaphore, d'ailleurs, que j'avais utilisée dans un de mes TEDx, qui s'appelait Après l'argent, justement, où j'expliquais ça. Et j'avais dit aux gens, voilà, imaginez que maintenant vous respiriez tous par une petite paille. Voilà. Bon. Vous arrivez à peu près à survivre avec cette petite paille. Maintenant, je vais vous demander de gigoter et de danser en respirant par cette petite paille. Ben, si tu fais ça, tu vas vite suffoquer. Et tu as tout intérêt peut-être à me prendre ma petite paille, à moi, pour pouvoir mieux respirer. Hein. Et peut-être que si tu as beaucoup de petites pailles, là maintenant t'en as plein le bec, hein, eh bien, je vais peut-être avoir intérêt à travailler pour toi parce que tu vas peut-être m'en donner une de petite paille pour que je puisse un petit peu respirer. D'accord. Ça va créer en fait une hiérarchie et des castes sociales vont naturellement émerger simplement à cause des lois Pareto, ça veut dire des lois de distribution de la monnaie. Le Monopoly, il s'agit d'un microcosme de la société. Hein. Alors, avec des lois simplifiées, hein, évidemment, mais les fondamentaux ne changent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autorité qui s'appelle la banque, ou le seigneur, ou l'État, peu importe, une autorité qui émet, donc il y a autorité pour battre monnaie, donc ce qu'on appelle un droit régalien, le droit du roi, rex regis, le roi, hein, autorité qu'on ne questionne pas, bien entendu, et les interactions font que des lois de condensation par les lois de Pareto vont se mettre en place, donc de distribution de la monnaie, et la monnaie va se concentrer de plus en plus pour fabriquer des oligarques. Bon, voilà ce que Pareto avait vu, et voilà ce qu'on voit dans le jeu de Monopoly. De manière intéressante, quand on regarde l'histoire de Monopoly, du Monopoly, je crois que Arte a fait une émission sur Arte, je crois, il n'y a pas très longtemps, ça vaut le coup de la regarder parce qu'il retrace l'histoire du jeu de Monopoly. Il faut savoir qu'à l'origine, ce jeu-là, dans une forme un tout petit peu différente, mais son origine nous vient d'une femme, une femme Quaker américaine, et qui, par le jeu, voulait montrer aux gens comment elle se faisait duper par le système monétaire. Au départ, ça avait une valeur pédagogique. Et un affreux businessman lui a piqué le jeu, et on a fait le jeu qu'on a connu, qui a eu un succès évidemment mondial, et qui continue d'avoir un succès mondial. Voilà. Mais le jeu de Monopoly représente en fait une modélisation simplifiée, mais réelle malgré tout, de ce qui se passe dans les systèmes monétaires qui dominent le monde aujourd'hui. Alors, on entend des trucs comme ah oui, mais le ruissellement. Ah, le ruissellement, notre beau ruissellement. Eh bien, en fait, si on s'informe un petit peu et qu'on sort de l'obscurantisme de nos chers politiques, qui nous font aussi avaler des fadaises, et qu'on fait des maths, il y a notamment des mathématiciens et chercheurs français qui ont démontré, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, que peu importe le système fiscal que tu mets pour une soi-disant redistribution des richesses, ça ne peut pas aller à l'encontre du système Pareto. Et même parfois, par des effets de boucle systémique, ça peut même les accélérer. Alors, on va pas rentrer dans le détail, ça nous amène dans les mathématiques, mais par exemple, ils ont vu que si tu taxes un peu plus les objets de luxe, et ben en fait non, ça contribue quand même malgré tout un peu plus à de la concentration monétaire. Donc les systèmes de taxation soi-disant de redistribution pour atténuer la condensation monétaire ne fonctionnent pas mathématiquement. Donc tu vois déjà la force de cette architecture, et donc, comme une majeure partie de gens ne disposent pas de suffisamment d'argent, ça crée quoi? Ben, ça crée de la pauvreté. Mais de la pauvreté dans quel sens? Ben déjà, si t'as pas de quoi payer l'école ou l'éducation de tes enfants, tu manges pas correctement, tu n'habites pas dans des endroits forcément agréables, et puis surtout, tu fais un boulot que tu n'aurais absolument pas fait si tu avais eu suffisamment de revenus. Voilà.
Si tu te poses la question, ferais-je ce que je fais maintenant si j'avais suffisamment d'argent sur le compte en banque? Tu as une immense majorité de gens qui diront non, 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 je ne ferai absolument pas ce que je fais comme métier. Ah bon, vous détestez votre métier? Bon, il y a des gens qui diront non, non, j'aime bien mon métier. Bon, ok, mais si vous aviez 100 millions sur votre compte en banque, vous le feriez toujours ce métier? Ah non, 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 je ferais complètement autre chose. Ah, vous feriez quoi? Et là, on va avoir évidemment d'autres récits. Mais donc, ça montre que beaucoup de gens donc, se mettent dans une forme de prostitution, et je le dis sans jugement de valeur, attention, hein, il n'y a pas de notion de valeur, mais de prostitution, ça veut dire le mécanisme de dépendance à l'argent va déterminer le contrat social, ça veut dire d'une dépendance à d'autres personnes, et avec bien sûr après tout ce qu'on peut voir comme les récits de l'aliénation au sens marxiste du terme. J'ajoute que cette rareté inhérente de l'argent, puisqu'on confond l'argent avec la richesse, eh bien, va te faire dire que nous vivons dans un monde de rareté de la richesse. La richesse représente, par définition, peu importe laquelle, hein, la santé, les biens matériels ou immatériels s'avèrent rares. Non, pas nécessairement. Il y a plein de richesses qui ne s'avèrent absolument pas rares. Mais puisque on a instauré leur accès par la petite paille, ça veut dire par l'entremise de l'argent, nous pensons, dans notre psychisme et dans notre récit collectif, nous pensons que nous vivons dans un monde de rareté. Et lorsqu'il y a une rareté artificielle aussi organisée que ça, eh ben, il faut se battre pour aller la chercher, cette richesse. Il faut se battre dans une entreprise pour négocier son salaire. Il faut se battre pour garder son emploi, d'ailleurs qu'on ne garderait pas si on avait suffisamment d'accès à la richesse et ainsi de suite. Donc ça crée des dialectiques de la guerre, de la polarisation, des dialectiques aussi du patriarcat, évidemment, de monter dans les échelles sociales, de conquérir, d'une violence, d'une banalisée horrible. Il n'y a rien pour moi de pire que cette expression dite par tout le monde, gagner sa vie. Gagner sa vie. Que je sache, ma vie, je l'ai gagnée à la naissance. Et je la perdrai, en tout cas dans cette forme-là, une fois que j'aurai rendu mon dernier souffle. Mais devoir, pendant toute mon existence, gagner ma vie, et montrer d'ailleurs mon mérite à la gagner, s'avère d'une violence sociale incommensurable. Donc tu vois, là, on entre dans les conséquences d'un système monétaire dit rare. Hein. Techniquement parlant, on appelle le système monétaire argent, on appelle ça une monnaie rare, justement, du fait de ces lois de distribution. Donc tu vois, on peut dérouler à l'infini. Je me rappelle une fois dans les rues de New York, quand je commençais un petit peu à avoir bien défleuré le sujet, on se trouvait, je sais plus, en 2005, 2006, je me trouve dans les rues de New York et tout d'un coup, je m'arrête, vraiment là, le moment sortie de matrice, pilule rouge, et je me dis, mais tout ce que je vois autour de moi, tout, les gens qui se ruent vers leur travail, la façon dont ils s'habillent, l'organisation urbaine de ces grandes avenues, etc., les voitures, les buildings, etc., tout venait émergeait du fait d'utiliser une monnaie rare. Tout ce que je voyais autour de moi. Voilà. Et là, wow, vraiment moment de sortie de la matrice là. Voilà. Après, ça a continué sur d'autres architectures. Hein, on en parlera si tu veux. Mais je vais m'arrêter là, mais pour voir comment donc ce que ça te dit. Et tu peux sentir, tu vois, la verve et la passion qui m'anime tellement. J'ai l'impression, si tu veux, de vivre en dehors de cette matrice et de vivre dans un monde de zombies absolus, tu vois. Tellement les gens vivent aveuglés jusqu'à leur propre auto-aliénation, genre mais quel privilège d'avoir un travail de merde qui va te donner un SMIC à la fin du mois pour une retraite que tu n'auras de toute façon pas parce qu'entre-temps, le système monétaire a vécu son effondrement, parce que j'ai oublié de dire aussi que les cycles des systèmes monétaires s'avèrent très courts. Un système monétaire, il s'effondre comme le jeu de Monopoly. Il s'avère très court, ça veut dire 1 ou 2 générations. Regarde l'histoire. Il y a des guerres mondiales, il y a des effondrements économiques, il y a éventuellement des choses un peu plus soft comme passer du franc à l'euro, etc. Mais le reset des partis, les monnaies qui durent très longtemps comme ça, non, non. Ou alors on les fait durer artificiellement, ça veut dire qu'on crée de la dette. Par exemple, on crée des dollars qui inondent le monde
Donc ça veut dire de la dette. Hein. Si j'ai un billet de 10 dollars ou de 100 dollars dans les mains, ça veut dire que quelque part, quelqu'un me doit quelque chose. Et que cette personne, elle va accepter, donc me donner une véritable richesse par son temps, par un bien ou un service, peu importe. Mais donc, dès que j'ai un billet dans la main, j'ai de la dette. On appelle ça aussi de l'argent dette, hein, pour ça. Bon. Donc, on peut faire perdurer une monnaie aussi ad vitam aeternam en créant, jusqu'au jour où, de toute façon, structurellement, ça va péter. Donc, les systèmes monétaires que nous utilisons, structurellement, par design, créent de la violence sociale à tous les coins de rue, y compris dans ton quotidien, mais en plus, se voit voué à un effondrement, et là, dans des violences de type guerre, de type crise humanitaire, crise sociale, d'une violence effroyable. J'arrête là pour l'architecture invisible de l'argent. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je voudrais savoir déjà comment ça te parle et comment ça te fait réagir. Hmm. Merci de partager ça. Merci de partager ça avec passion. Et puis, je pense qu'on pourra faire quand même un petit tour du côté de si toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes, mais alors qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Eh ben, Jean-François, justement, il a mis en acte le fait de plus participer à ça, et il nous expliquera ça dans un instant. Mais je vais aller dans ce que ça me fait tout ça. Déjà, je me suis rappelé que quand j'étais petit garçon et qu'on me disait on va jouer au Monopoly, eh ben, j'aimais pas ça. Je crois que j'avais accès à la violence sans pouvoir la nommer, de ce genre de processus, de ce genre de jeu. Le fait que le but du jeu ce soit de tuer les autres. Alors j'étais pas allé jusqu'à la prise de conscience que même la personne qui gagnait était morte économiquement. Donc je te remercie d'avoir partagé ça, parce que pour moi c'est une découverte. Je trouve ça intéressant, et ça a fait, pour moi, je sais pas pourquoi, ça a résonné avec le fait que les films s'arrêtent toujours au moment où ça commence à devenir vraiment compliqué, puisqu'en fait, c'est le moment où on commence à rentrer dans le quotidien. Et donc les films, il y a des problèmes, et quand on rétablit une situation, hop, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc là, on sait pas. Là où c'est de la vie quotidienne à organiser, on sait plus. On a eu droit à une situation qui a été perturbée, à plusieurs tentatives pour résoudre le problème, et une fois que le problème est résolu, on n'a pas le temps long, on n'a jamais le temps long, on a toujours les incidences, etc. Donc j'ai l'impression que là, le jeu de Monopoly s'arrête sans qu'on ait la possibilité de prendre conscience qu'effectivement, la personne, elle peut plus échanger avec personne. Donc c'est pas une victoire, c'est une mort collective, comme tu l'as révélé aujourd'hui. Et ouais, je te remercie d'avoir fait ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, il y avait ce parallèle avec les films qui me venaient. Et puis, il y a quelque chose aussi alors que j'imagine tu connais tout à fait, mais je suis évidemment dans la situation où je suis, et je pense à la perpétuation de la violence d'une génération sur l'autre, le principe que ça s'immisce dans l'éducation, dans les questions qu'on va poser à son enfant, dans la façon dont il va ressentir les adultes autour de lui pour le structurer. Et donc du coup, il va y avoir une pression à l'endroit où il va falloir qu'il trouve comment gagner sa vie, bordel. Sinon, moi, je vais pas être satisfait, je vais pas me sentir rassuré d'une certaine façon. Si mon enfant ne me prouve pas qu'il peut gagner sa vie, moi, je peux être sur son dos en train de lui demander tu veux faire quoi? Et alors pourquoi tu veux rien faire? Pourquoi il y a rien qui t'intéresse? Et il y avait donc une notion qui et connexe à celle-ci qui me paraît très importante, c'est-à-dire que avec ce système-là d'argent, on va aussi déterminer ce qui est du travail et ce qui n'en est pas. Et ça aussi, c'est de l'architecture invisible, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actions qui sont déterminées, on ne sait par quelle baguette magique, comme étant du travail, et d'autres qui n'en sont pas. L'exemple typique, ça va être de nommer le moment où on reçoit des amis chez soi et où on leur fait la cuisine et où il n'y a pas d'échange d'argent et où il n'y a pas de... Ça se passe dans une autre ambiance, et je pense que ça peut être une bonne passe vers toi pour que tu puisses développer l'économie du don à laquelle tu as décidé de faire place depuis cette prise de conscience, ou pas loin après, dans les rues de New York, c'est ça? Oui, bien sûr, je peux parler de ça. Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, intéressant de voir que lorsqu'il n'y a pas, dans cette réalité du monde de l'argent, lorsqu'il y a création de richesse, mais qu'il n'y a pas de flux monétaire,
Eh bien, il s'agit d'une richesse invisibilisée, à commencer par celle des femmes, évidemment. Alors là, je veux dire, le fait déjà tout le passé et le présent pour malheureusement tant de femmes euh, qui s'occupent du foyer et donc qui créent une richesse extraordinaire de participer comme ça à élever les enfants, à s'occuper d'eux, à tenir une maison. J'entends dans le modèle traditionnel, hein, et ça vaut tout à fait, bien sûr, pour si un homme décide de prendre ce rôle aujourd'hui. Mais voilà des richesses totalement invisibilisées. Je pense aussi à ces nombreuses entreprises et qu'on voit en particulier en France où soi-disant on en a fini avec le plafond de verre, etc. Prenons dans le monde des agriculteurs et agricultrices ou des petites entreprises où souvent l'épouse accompagne la personne qui tient le business toute sa vie. Elle va aider et tant mieux parce que sinon ça ne marcherait pas. Et il y a tout ce travail invisibilisé que l'on ne voit pas justement. Donc cette création de richesse. Donc faut voir tous les biais cognitifs que ça nous donne, absolument, mais effroyable de ne pas voir, de confondre justement argent et richesse. Donc s'il n'y a pas de flux d'argent, ben, il n'y a pas eu de création de richesse. Mais si, au contraire. Et en fait, plus tu creuseras le sujet et plus tu verras comme une évidence que l'économie de marché avec l'argent représente un épiphénomène de l'économie du don. La pomme que tu vends sur le marché, l'arbre, il te l'a pas vendue. Hein. Il y a toujours... Alors, Proudhon disait la propriété, c'est le vol. Et il n'a pas tout à fait tort dans ce raccourci. Évidemment, il y a quelque chose de beaucoup plus... Il faut nuancer tout ça. Mais dans le fait qu'il y a quand même toujours, au départ, quelque chose de pris. Alors, pris comment? Pris par un vol, pris par un manque de conscience, pris parce que on nous l'a donné. Bon, voilà, faut voir un petit peu la source, mais en amont, il y a quand même quelque chose de pris. Et je n'ai pas de jugement moral là-dessus. J'ai simplement un regard. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'avoir un petit peu plus objectif et de se dire que l'univers dans lequel nous vivons, eh bien, dans cet univers, il y a un épiphénomène chez les humains qui s'appelle l'économie de marché. Voilà. Mais il s'agit pas de l'univers. On en revient à ce que tu disais, de confondre, Ouais. tu vois, la sphère culturelle avec l'univers, quoi. Alors qu'on vit dans une microsphère. Voilà. Euh, oui, Est-ce que je peux me permettre il y a oui, alors je sais pas ce qu'elle vaut parce que ça vient d'arriver. Euh, pour répondre à l'image de la paille que tu utilisais tout à l'heure, avec ouais, le fait, en fait, ça donne plutôt l'impression d'avoir pas assez de débit pour que la machine fonctionne. Moi, j'avais presque l'image inverse qui me venait en même temps. C'est pas pour annuler ce que tu as dit, c'était par sensation de dire, tu sais, là où il devrait y avoir quelque chose de très large, il y a quelque chose de très étroit. Et ça peut être suffocant pour la personne qui a pas assez d'oxygène dans l'exemple de la paille, mais ça peut être aussi euh, une espèce de grosse énergie qui bourrine dans des petits tuyaux à l'endroit où on a réduit ça à plus petit que ça ne l'est. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup j'avais cette image là aussi de non pas le manque d'air mais le trop d'air dans trop petits tuyaux parce qu'on comprime le sens et donc du coup parce il y avait un ressenti de tension si tu veux, c'est-à-dire que en réduisant le sujet à l'argent, du coup ça veut dire que ça va créer du stress, ça va créer des mouvements, ça va créer des inquiétudes, ça va créer des crises relationnelles entre les gens parce qu'ils sont mis en compétition avec la rareté qui est fabriquée de toutes pièces par l'architecture en question. Et donc du coup il y a une histoire de, il y a trop de courant qui passe dans des trop petits tuyaux et donc du coup ça tend tout le monde et on n'a pas le temps de se recueillir, on n'a pas le temps de voilà, j'avais ce truc là qui me venait, je sais pas comment ça sonne pour toi. ah ben écoute, oui, très bien. J'aime beaucoup la façon dont tu t'appropries effectivement ces métaphores. Absolument. Le fait que tu vas occuper l'essentiel de ta vie, puisque tu manques d'argent, donc tu as une petite paille pour accéder à la richesse, ça va générer une activité qui va consacrer toute ton énergie à ça. Et donc, tu n'as pas le temps, déjà, tu ne vois pas les autres richesses, tu n'as pas le temps de te développer sur tout l'éventail des richesses humaines que tu pourrais développer. Et en plus, on t'apprend que de toute façon, même les autres richesses humaines, tu ne peux y accéder que par l'argent.
Voilà. Et on va aussi te dire le prix d'un rhinocéros blanc et le prix du temps. Le temps, c'est de l'argent, comme dit la maxime. On pourra revenir dessus parce qu'il y a aussi les architectures invisibles du temps. Hein. Donc voilà, il y a tout dans tout, hein, parce que à côté de l'argent, il y a bien entendu toute une sémantique et une construction là de l'ordre des architectures de la langue, de la relation au temps. On voit que toutes ces architectures, elles s'entremêlent, bien entendu. La rareté de l'argent déclenche des codes sociaux, bien entendu. Voilà, des choses qui peuvent nous sembler absolument acceptables. Et si on prend un peu de recul, on voit qu'elles ont une violence incommensurable. Pour moi, ça commence par le fait de dire gagner sa vie. On banalise un truc d'une violence absolue. Donc voilà, tu vois toutes ces architectures qui s'entremêlent. Et effectivement, pour ceux qui n'ont un tout petit tuyau, donc ça veut dire des flux d'argent minimalistes, eh bien, effectivement, ils doivent générer une suractivité pour arriver en plus à maintenir ce flux-là. Et ça s'avère effectivement destructeur pour tout le monde, tout à fait. Bah, je te Je remercie continue pour sur ton retour et ouais, je t'invite à continuer avec sur ta lancée. ouais. Ça marche. Alors effectivement, en fait, il y a eu 2 étapes. La première, elle date de 2009. Je faisais une retraite avec ma compagne de l'époque au Mexique, une mexicaine. On se trouvait au Mexique tous les deux. On faisait une retraite. On avait décidé de se mettre hors du monde pendant un mois. Et un matin, je me réveille et littéralement en écriture automatique, il y a un vœu qui me vient qui s'appelle le vœu de richesse, qu'on peut trouver sur mon site. Enfin, si tu tapes vœu de richesse, tu le trouveras sur Internet sans problème. Et qui, en substance, pose mon engagement à la richesse, justement. Toute forme de richesse. La richesse du beau, du bon, du vrai, euh, la richesse donc des relations, la richesse des objets aussi, bien entendu. Et je fais bien la différence entre objet de qualité versus le superficiel, etc. Tu vois, par exemple, le fait de souhaiter avoir un objet de qualité plutôt qu'un objet de junk, je ne le vis pas simplement pour moi, pour mon petit plaisir, mais je contribue à une économie enfin, j'essaie de contribuer à une économie plus vertueuse, forcément, par rapport au junk. Ça veut dire à ce qui va pas durer longtemps, ce qu'on va balancer, ce qui soutient des salaires de merde dans des pays d'esclavage payé, etc. Donc voilà, il y a eu ce vœu de richesse et qui fait partie de moi. Je l'ai tellement, voilà, je l'ai écrit comme ça en une traite, et il fait partie de moi, une sorte d'engagement à la richesse, de vivre en tant que personne riche dans tout le sens, je dirais, le plus noble du terme, le plus noble possible. Après, ça peut se discuter, bien entendu. J'ai probablement des biais, je le fais pas forcément toujours très bien, voilà, mais en tout cas, j'essaie d'y tendre. Ça fait un peu un tropisme, en quelque sorte. Ensuite, en 2011, il y a eu vraiment la bascule, en septembre 2011, vers le choix de vivre à 100% dans l'économie du don. Alors, qu'appelle-t-on l'économie du don? Déjà, ça ne se fait pas forcément sans argent. L'argent, ça peut s'offrir. Hein, donc, beaucoup de gens confondent le fait de vivre dans l'économie du don avec le fait de ne pas utiliser d'argent. J'ai choisi de continuer à utiliser de l'argent tant que il n'y a pas autre chose à la place. Et je travaille à d'autres choses à la place, bien entendu. Ça prendra le temps que ça prendra. On pourrait y revenir. Hein. Mais par contre, toutes les richesses que je peux créer ou revoir, j'ai choisi de les faire dans une relation de don avec les personnes, les êtres que je rencontre. Donc concrètement, mon travail, le temps qu'on passe ensemble, les conférences que je donne, les choses que j'écris, les dirigeants ou dirigeantes que je peux accompagner on me le demande, etc. Les enseignements les cours dans des universités que je peux donner, tout ça, je décide de l'offrir. Je considère que ça ne m'appartient pas. Je considère aussi mes pensées, mes idées comme open source, donc appartenant au domaine public. Voilà, j'ai choisi cette posture-là et j'ai choisi bien sûr de l'incarner, de la vivre au quotidien. Toutes les richesses que je reçois, sous forme d'argent, sous forme de biens ou de services, doivent venir
parce que une personne ou une entreprise ou un groupe de personnes ont décidé de me les offrir. Pas pour me payer quelque chose, pas pour compenser quelque chose, mais parce qu'ils ont décidé de me les offrir. Pour simplifier, pour prendre un cadre référentiel que tout le monde connaît, je vis un petit peu comme une ONG individuelle, tout simplement. Ça veut dire qu'une ONG, on aime ce qu'elle fait, eh ben on va lui faire un don, petit don, grand don, chacun, voilà. Si on aime ça, on a envie de la soutenir pour qu'elle continue à exister, à faire ce qu'elle fait, d'accord? Et les dons peuvent parfois arriver parce que l'ONG elle a fait telle ou telle chose pour toi, et tu dis bah tiens j'ai envie de remercier par un don, mais il faut pas confondre ça avec de l'échange. Il n'y a pas eu donnant donnant, non non, il y a juste un geste de gratitude, et il y a des dons qui arrivent simplement parce que voilà on aime ce que fait cette ONG. Eh bien je fonctionne comme ça depuis 2011, voilà. Alors statutairement parce qu'on me demande oui mais alors tu as un loyer, comment tu fais, etc. Eh ben, ça se fait de façon très simple. Comme la loi ne reconnaît pas ou très très peu le don, elle le reconnaît dans des choses précises. On peut faire un don du sang, on peut travailler dans des associations et offrir son temps, donc travailler pro bono, hein. Mais ça reste encore très très cadré. Par contre, si une personne ou une entreprise décide de me donner de l'argent, là, ça se fait encadrer évidemment par une fiscalité, d'ailleurs en général extrêmement pénalisante, qui ne favorisait pas le don, mais pour revenir plutôt dans les notions marchandes des choses, d'accord? Bon, ben, de façon pragmatique, j'ai dit ok, revenons dans les choses marchandes. Et si une entreprise dit, enfin les personnes, parce que encore une fois, une entreprise pour moi, ça ne devrait pas exister en tant qu'entité abstraite. Tu vois, je me prends à mon propre piège. Mais des personnes d'une entreprise décident, tiens Jean-François, on a envie de t'offrir tant d'euros. Eh ben, je fais une facture parce que, je sais pas, j'ai donné une conférence, etc. Donc je fais une facture de prestation. Donc aux yeux de la loi, je reste tout à fait légal, j'ai fait une prestation, je paye mes impôts dessus, etc. Donc je reste un prestataire classique, etc. Mais dans la relation interpersonnelle, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. À partir du moment où une personne m'a appelé, m'a dit tiens Jean-François, voilà, j'ai appris ce que vous faisiez, etc. On aimerait bien développer un cursus dans cette université, voilà, sur justement comment construire des économies qui ne fonctionnent pas sur l'argent, ou bien un cursus sur l'intelligence collective, ou un cursus sur les systèmes d'organisation distribuée. Bon, on me demande toutes sortes de choses, hein. Si le projet me semble vraiment sympa, qui me semble contribuer à faire avancer le schmilblick, à créer plus de gentillesse, de conscience dans ce monde, eh bien, je vais dire oui. Je vais dire ouais, ok, ça a l'air sympa. Ben voilà, ben, je vais partager ce temps. Vous me demandez quoi? Ok, X jours. Ben ok, d'accord. Vous les avez. Vous n'avez aucune dette vis-à-vis de moi. Je vous demande deux choses, non pas en échange, mais en tout cas conditionnel à ça. Ce qu'on va faire, on va le faire de façon open source. On fait une conférence, ouais, mettons-la sur Internet, ça peut bénéficier à d'autres gens. On fait de la R&D, bah, très bien, faisons ça en open source. Parce que vous allez voir, non seulement ça bénéficiera à d'autres, mais ça reviendra vers vous aussi. Voilà, donc première condition. Deuxième condition, on le fait dans l'économie du don. Ça veut dire que vous n'avez aucune dette. Si vous vous sentez en gratitude, et je dis bien en gratitude, non pas en dette, mais en gratitude, vous pouvez donner à d'autres, à moi, les deux, ce que vous voulez. Vous pouvez donner, je sais pas, il y a par exemple, si je reprends les entreprises, le monde des entreprises, moi j'ai vu des entreprises, on a fait des choses ensemble, elles ont dit, waouh, bon, super, ça nous a ouvert les yeux, on a adoré cette façon de fonctionner, on va maintenant donner 3 jours hommes par mois pour des personnes qui en ont besoin, qui veulent, je sais pas, se reclasser socialement, ou qui ont besoin d'apprendre des choses liées à notre savoir-faire, etc. Super, on a gagné. On perpétue la chaîne du don, tout simplement. Il y a des gens ou des entreprises qui disent à Jean-François, on a vraiment aimé ce qu'on a fait ensemble, on a envie, par gratitude, de t'offrir telle somme d'argent. Ouais, très bien, pas de souci. Donc à ce moment-là, je fais la petite facture, enfin toute la petite sauce comptable classique, mais ça fonctionne comme ça. Et je vis comme ça donc depuis 2011. Alors, il y a eu un apprentissage, bien sûr, hein, ça a pas, il a fallu apprendre.
j'ai commencé de façon très radicale. Donc 2011, je louais une maison. Ben là, je rends les clés, je rends le bail, je donne les affaires que j'ai, celles que je peux pas donner, je les mets dans le garage d'une copine là, qui me le prête. Voilà. Et donc je me retrouve, je clôture mes comptes en banque et je me retrouve donc avec un passeport, une pièce d'identité, un permis de conduire. Voilà les trois papiers que j'avais, mais totalement SDF et donc totalement livré au jour le jour. J'avais pas d'économie. Et donc, voilà, vraiment le saut pour faire confiance. Alors, ça peut sembler flippant sur le plan de l'argent, parce que je n'avais pas d'argent en réserve, mais sur le plan des richesses, mais j'avais déjà des richesses énormes. Je savais, j'avais un savoir-faire. On me demandait déjà dans aux quatre coins du monde pour des conférences, des trucs comme ça. Donc, je pars avec de la richesse. Faut rester clair là-dessus. Hein. Bon, et ben, ce qui fait que on continue de m'inviter ici et là, mais je le fais avec un mode différent. Et donc, je me retrouve pendant 2 ans à vivre complètement comme ça, au jour le jour, parfois avec rien du tout dans le porte-monnaie et en ne sachant absolument pas où je dormirais le soir, en France ou à l'étranger. Eh bien, à chaque fois, il y a eu les synchronicités, la rencontre, le bon moment, etc. J'ai jamais fait la manche, j'aurais pu, il y a rien de honteux à faire ce genre de choses. J'ai jamais dormi sous un pont. Il y a toujours eu des éléments, des faits qui ont fait que, bah tiens, le soir, je rencontrais des gens adorables avec qui le lien se passait et hop, je dormais chez eux et ils m'offraient le gîte et le couvert et m'invitaient à rester le temps que je voulais, qui me permettait de continuer mon travail et trouvaient ça super chouette de le faire et ainsi de suite. Voilà, ça a fonctionné comme ça. Et j'ai appris aussi dès le début que on a des centaines, sinon des milliers de mots pour décrire dans ses moindres recoins l'économie de marché, la macroéconomie, la microéconomie, l'économie d'entreprise, la fiscalité, l'économie d'État, etc. Et on a moins de 10 mots pour parler de l'économie du don. Vraiment, genre, ça fait un peu gentil schtroumpf, quoi. Bon, et donc il a fallu apprendre aussi à construire un vocabulaire pour décrire dans ses moindres détails cette dynamique sociale, cet autre contrat social qui s'avère en fait beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que l'économie de marché classique. Et ça a pris voilà le temps que ça a pris. Donc j'ai moi-même appris à décrire dans ses moindres détails comment ça fonctionne, mais aussi à coacher le processus parce que les gens n'ont pas l'habitude, en particulier dans le monde de l'entreprise. Et j'ai un nombre incroyable d'expériences de gens qui disent mais waouh super qu'on fasse ça comme ça me fait kiffer, j'en ai tellement marre de ces relations où chacun tire le drap à soi, faut négocier les trucs, etc. Là on va se faire du bien ensemble, on va s'amuser, on va y aller dans de la bienveillance. Et de manière étonnante, euh, très vite, eh bien j'ai fini par me retrouver sur scène face à des centaines parfois de dirigeants d'entreprise à leur parler de l'économie du don. J'aurais jamais imaginé que ça puisse intéresser des dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Et en fait, quand on y réfléchit, mais si, parce que la plupart de ce que ces gens-là veulent faire, et je parle pas des grands milliardaires tellement toxiques et brutaux pour la société. Je parle de ces gens qui font société par l'entreprise, qui ont un véritable projet, qui veulent que les gens aient leur argent à la fin du mois, que l'entreprise crée de la richesse, de la véritable richesse. Eh bien, si le cahier des charges consiste à créer de la richesse, ben, si on peut le faire aussi par l'économie du don, pourquoi pas? Les gens qui entreprennent, on peut entreprendre par l'économie de marché, on peut tout aussi bien entreprendre par l'économie du don. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise économie, il y a des façons de le faire. Par contre, je pense qu'il y a des systèmes monétaires plus ou moins bons et plus ou moins toxiques. Là, il s'agit d'un autre sujet. Voilà donc ce choix que j'ai choisi de faire. Euh, Juste pour finir, donc j'ai fait je veux dire pendant 2 ans, je n'avais pas de compte en banque. Et puis effectivement, comme je le disais, beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise ou des universités, etc., disaient mais on a envie de t'offrir quelque chose. Je peux pas le faire sur mon porte-monnaie personnel. On a envie de le faire sur le budget de l'entreprise ou de l'université, etc. Mais on n'a pas le droit.
T'as pas de compte en banque, on peut pas sortir comme ça, on n'a pas une caisse noire avec du cash. Donc comment on fait? Alors souvent, il y a eu des trucs assez géniaux. Ben, finalement, ça allait à d'autres personnes, ça soutenait des ONG, etc. Mais lorsqu'ils voulaient vraiment m'offrir quelque chose, eh bien, j'ai dit au bout d'un moment, ok, je me refais un compte en banque, je me mets en portage salarial classique, et basta. Voilà, au moins ça fonctionnera de façon légale. Voilà comment je fonctionne depuis 2011. Ok. Bah, merci pour ton témoignage. J'ai plusieurs choses qui me viennent, notamment deux questions. Première question, est-ce que tu connais d'autres gens qui fonctionnent sur l'économie du don? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré et que tu as rencontré d'abord des gens qui faisaient ça, ou est-ce que euh, ça t'est venu? Parce que des fois, il y a des choses qui existent avant nous, mais qu'on n'a pas consultées et qui nous viennent également comme une idée qu'on aurait eue soi, même si elle émerge à plusieurs endroits. Et deuxième question, qui va nous amener à plus de développement, donc du coup on la fera après, mais si je la pose pas, je vais l'oublier. Est-ce que est-ce que l'économie du don, c'est pas une manière pour toi? Et là, je vais dans avec tes mots à toi et tes concepts à toi, donc du coup, je risque d'être encore chien fou qui fait tomber les trucs, mais j'y vais. Est-ce que c'est pas une manière de rentrer dans le relationnel, de faire une économie qui soit forcément basée sur les objets art? C'est ça l'essence de ce que tu fais. Je vais un peu plus loin dans ma question, c'est, tu vas, par le fait de pratiquer l'économie du don et de la proposer autour de toi, et donc c'est les gens qui vont venir à toi, dire, ok, mais si on fait un objet art ensemble, si c'est ça qui nous motive. Alors ça m'a fait oublier la première question par contre, parce que moi comme toi, je peux en mémoriser une à la fois, et je peux pas faire les deux. La première, c'était, est-ce que tu connais d'autres personnes qui fonctionnent comme toi, et Ah est-ce oui. qu'il y en a qui t'ont inspiré à faire ce pas-là? Alors, je redis ce que je disais au début, nous vivons dans l'économie du don. Et le don, y compris entre les humains, s'avère prépondérant. Tes parents, si tu as eu des parents à peu près normaux, te disent pas, bon écoute, tu nous dois tant de couches, t'as pris tant de place dans le frigo, ça vaut tant de loyer, d'ailleurs aussi ta chambre, ta quote-part, etc., où tu dois maintenant payer une partie de la maison que tu as utilisée. Donc, et puis, y compris dans l'entreprise, dans le monde du travail, on a des salaires, etc. Entre collègues, il y a l'économie du don qui prévaut. J'entends dans une entreprise saine. Tu vois, si tu viens me voir pour me dire, attends, j'ai besoin d'un coup de main là sur mon tableur, j'y arrive pas. Si je te dis, ok, mais tu me dois tant de fric, ou alors je te le fais, mais tu me dois tel truc. Il y a plus le temps. Il peut y avoir des échanges. J'ai rien contre les échanges. Encore une fois, je ne les condamne pas moralement. Mais l'essentiel de ce qui fait l'économie humaine, la vraie économie, mais elle fonctionne dans le don. Donc déjà, ça a lieu partout. Ensuite, prenons les Bah, lieux où il n'y a pas pardon. d'argent. Je Ouais, fais une pardon. incise pour te dire, j'ai l'impression justement Ouais. que l'économie telle qu'on la connaît, réduite à l'argent, rare, eh ben, elle est en train d'opérer ce que tu dis, c'est-à-dire que on est passé, les taux se resserrent, j'ai envie de dire, puisque ça se pète la gueule, donc il faut aller chercher de plus en plus les ressources, presser de plus en plus les gens comme des citrons, et si on laisse les choses se faire, moi, je pense que ça va aller dans cette direction-là, où les enfants devront les couches et les. C'est presque ça qui est en train de se passer, dans le sens où on voit qu'on est passé d'une éducation avec un accès gratuit, et petit à petit on commence à contracter une dette pour étudier, pour avoir un travail, pour rembourser. Si je pense aux agriculteurs aussi, ils ont une dette de la taille de toute leur vie de travail, ce qui est complètement hallucinant. Mais c'est à peu près ça. Quand ils ont des grosses machines, la somme qu'ils doivent rembourser, c'est à peu près ce qu'ils vont dégager comme bénéfice pendant tout le long de leur vie professionnelle. Absolument. Alors là, on revient sur l'architecture invisible de l'argent. Quand on se trouve dans une fin de partie comme ça, parce que nous nous trouvons partout dans les économies dans une fin de partie. Il n'y a pas encore la mort collective, mais on s'en rapproche petit à petit. Eh bien, forcément, puisque l'argent se condense de plus en plus dans les mains de quelques-uns, il y en a de moins en moins pour les autres, alors qu'ils doivent fournir un travail de plus en plus intense. Parce que pour rester compétitif, bien sûr, il faut gagner plus une entreprise, une organisation, une ferme, peu importe.
Ils doivent toujours rester compétitifs par rapport aux autres. Évidemment, la compétitivité. Bon, très bien. Eh bien, la compétitivité fait que tu dois pouvoir faire plus avec moins de budget. Voilà la compétitivité économique. Sinon, tu meurs économiquement dans cette course sanglante et effroyable. Bon, donc on se trouve en fin de partie avec le fait déjà de monétiser de plus en plus de choses qu'on n'aurait jamais envisagées. Par exemple, de payer son eau. Je veux dire, ça nous semble tout à fait normal. Personne ne questionne le truc aujourd'hui. Mais payer l'eau, quand payera-t-on l'air pour respirer un air sain? Si tu veux boire une eau saine, tu dois la payer. Et pour respirer un air sain, quand devras-tu le payer? Donc, il y a cette course effroyable avec ces courbes exponentielles qui assèchent de plus en plus les gens, qui vont rendre le travail de plus en plus intenable, de plus en plus pénible, dans des cadences de plus en plus infernales jusqu'au moment où ça pète. Et il y a des domaines où ça pète vraiment très grave. On le voit dans le domaine de l'agriculture, le taux de suicide, les banqueroutes, et puis la désertification du métier en tant que tel. Mais on le voit aussi dans le monde industriel. Alors à chaque fois, on achète du temps. Ça veut dire, bah oui, donc on va plus payer les gens dans tel pays parce qu'il y a trop de lois sociales, machin, d'impôts, etc. On va faire des esclaves dans d'autres pays. Ça veut dire ce qu'on appelle en anglais the waged slavery, hein, l'esclavage payé. Donc de gens qui vivent 24 heures sur 24 sur site, qui doivent payer leur bouffe à la cantine du site, qui doivent payer leur lit à étage dans les dans les trucs un peu rudimentaires dans lesquels on les fait vivre. Voilà. Donc il y a cette mécanique infernale. Aujourd'hui, tu as affaire à de moins en moins d'humains, de plus en plus de robots, parce qu'on va déporter aussi l'intelligence. Alors, aujourd'hui, donne-moi les hotlines sur lesquelles tu as vraiment une personne qui va te parler en direct pour gérer un problème avec ton billet de train, pour gérer des problèmes administratifs, etc. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, tu n'as plus personne pour gérer ça parce que ça coûte trop cher. Hein. Donc il y a voilà cette course, cette fuite en avant qui fait que ça sèche. Il faut de plus en plus de travail rentable pour des sommes de moins en moins grandes. Et ce qu'on peut voir sur les restrictions budgétaires en France actuellement, etc., ça nous semble, ah tiens, la faute a pas de chance, il y a une mauvaise passe, etc. Mais pas du tout. Ça va continuer de pire en pire. Et dans l'ensemble des pays, de façon, non pas conjoncturelle, mais totalement structurelle, inhérente au système monétaire qu'on a actuellement. Et donc, jusqu'à ce que ça pète ou ça passe dans des formes de fascisme que nous voyons actuellement. Là, il y a une accélération parce qu'évidemment, les ultra riches, bon, évidemment, ils ont le pouvoir. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les systèmes d'argent rare, ça génère. Les Grecs avaient un mot pour ça, ce qu'on appelle des plutocraties. Ça veut dire les riches dirigent. Alors, quand les gens parlent de démocratie chez nous, mais je ris, enfin je ris jaune, parce que même si tu élis des gens qui vont soi-disant te représenter, qui vas-tu élire? Ben, ceux déjà qui ont pu mettre le plus de fric sur la table, forcément, pour se faire représenter. Et notamment maintenant, les médias appartenant à des milliardaires, eh ben tu vas avoir comme choix ceux qui vont inonder ton espace psychique. Eh bien, ça vient effectivement de gens à qui on a pu donner la tribune, donc qui vont servir l'idéologie de leur maître. Hein. Les gens qui ont des idées un petit peu décalées qui pourraient s'avérer intéressantes, on les entend pas beaucoup. Ils n'ont pas accès au budget. Donc, on voit ces mécanismes de plutocratie, ça veut dire la corrélation absolue entre la concentration monétaire et la concentration du pouvoir. Partout où tu utiliseras un système de monnaie rare qu'on appelle argent, partout tu auras des plutocraties. Ça veut dire que les gens qui ont le véritable pouvoir, tu ne les as pas élus, mais pas du tout. Donc on arrête de parler de démocratie. Les gens confondent éventuellement liberté d'expression, parce que nous avons une certaine liberté d'expression dans nos pays, comme la France. Dieu merci, je l'espère peut-être pas pour très longtemps encore. On voit des tas de pays où la liberté d'expression fond comme neige au soleil, d'accord, mais qu'on ne confonde pas malgré tout, là où elle reste, la liberté d'expression et la démocratie. Qu'on ne confonde pas élection, ça veut dire élire des gens qui vont voter des lois pour qui? Déjà pour leurs privilèges, forcément, mais même pour bien travailler. Et puis bien sûr, puisque élus
en fonction des règles de la plutocratie, eh bien, ces lois, elles vont pas servir tout le monde, elles vont servir une partie du monde. Donc, on voit combien un système monétaire classique va assécher la vie des gens de plus en plus jusqu'à ce que ça pète. Alors, ça a plusieurs façons de péter. Soit ça crée des conflits sociaux, des guerres civiles, des effondrements des infrastructures. Nous l'assistons dans notre pays, nous y assistons dans des tas de pays, et ça conduit en général à des mécanismes de peur et au fascisme et à toute cette extrême droitisation, pour prendre l'échiquier politique classique que j'aime pas trop, hein, mais en tout cas des discours de peur, de xénophobie, de racisme, élitiste, aristocratique, ça veut dire donc de gens qui se considèrent au-dessus des autres et qui ont tous les droits. L'argent conduit à ça inéluctablement. Et les gens pensent qu'il s'agit d'une simple question de choix idéologique, etc. Non, l'argent conduit au fascisme, par définition. Soit ça casse et on remet les compteurs à zéro et on peut repartir pour une certaine période en mettant des lois un peu plus sociales, un peu plus d'égalité, etc. Soit on arrive effectivement, comme ça semble actuellement le cas, dans des systèmes fascistes qui semblent se présenter un petit peu partout. Assez bêtement et assez personnellement, tu vois, je me retrouvais un peu coincé dans cette architecture invisible, sentant qu'elle était présente et qu'elle m'enfermait, qu'elle me violentait, qu'elle s'infiltrait et qu'elle me détournait de moi-même. Je sentais ça à l'intérieur de moi, sans avoir les ressources pour aller plus loin dans cette réflexion-là. Je me sentais donc coincé entre esclavagiser les autres pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer m'offrir en fait des choses qui sont produites éthiquement et être à la hauteur de mes espérances de consommateur. Oh, l'horreur. Et tu sais, je me rends compte des mots que je suis en train de dire, mais je me sentais coincé entre ce truc de il faut que je gagne de l'argent, mais si je gagne de l'argent, bah il y a forcément quelque chose qui s'enclenche où il va falloir que je me mette dans cette guerre là. Et deuxième chose, autrement, c'est condamné à avoir peu d'argent et donc à acheter avec mes moyens des trucs qui sont pas du tout éthiques et pas du tout ok pour moi. Et donc effectivement, finalement, je fais un peu des deux. Mais en même temps, j'ai essayé dans l'échiquier de ce que j'ai vu de possible, j'ai essayé de me mettre à l'endroit où j'étais le plus en autonomie, même si je le suis pas, mais hors jeu le plus possible. Déjà, le fait de m'être offert parce que le statut en lui-même et les réglementations qu'il y a autour, vraiment ça me va pas, mais d'être passé du salariat à autre chose, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et j'ai l'impression d'ailleurs, c'est devenu une façon dont j'ai théorisé pour simplifier en conférence l'appartenance à la normopensance et le fait d'être décalé de naissance. Et si un décalé de naissance s'écoute, il va forcément ne plus être salarié au bout d'un moment. C'est ça que je ressens en tout cas. Le salariat, c'est intéressant parce que ça offre une sécurité, mais ça offre aussi un désir clé en main qui ne nous fait pas nous consulter, être en rapport avec nous. On est à un poste et puis on est tranquille à cet endroit-là. On achète de la tranquillité, de la sécurité sur la durée, logiquement. Mais on s'anesthésie aussi pas mal. Et du coup, je te remercie parce que je sais pas ce que je vais faire de l'échange qu'on a là maintenant. Mais je trouve ça rafraîchissant, même s'il y a des mots très durs qui sont prononcés, même s'il y a des choses qui pourraient faire perdre espoir si on regarde que à l'endroit où l'architecture en question est en train de pressuriser les gens, on a quelque chose de catastrophiste. Mais si on regarde autour, plus large, à cet endroit-là, il y a de belles possibilités de repousse. Il y a des belles possibilités de créativité, d'émergence, de rencontres, etc. Et donc, du coup, j'ai l'impression que on est à la fois en contact avec... Parce que, je suis désolé, je suis un peu long dans la prise de parole, mais bon nombre des personnes qui auraient pu prendre parole sur le sujet, comme tu viens de le faire à l'instant, n'auraient apporté que du pessimisme et n'auraient rien à proposer d'autre que ça. Or, ce que j'aime là, c'est qu'on est en contact avec quelqu'un qui incarne autre chose et qui voit quand même ça.
et qui d'ailleurs a vu ça, puis s'est offert autre chose, si j'ai bien compris. Et bah ça, c'est inspirant. Je te remercie. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir une réflexion la plus pragmatique possible. Par exemple, j'aurais pu décider de sortir aussi de l'argent. Et j'en connais des gens qui ont décidé de ne plus utiliser l'argent. Ils ont fait ce choix-là. Et ils font un truc extrêmement courageux. Certains l'ont documenté, donc ont apporté une contribution de vécu et une contribution aussi théorique et pratique à tout ça. Je constate que ça leur prend 100% de leur temps. 100% de leur temps, ils se consacrent à la vie hors argent. Or, moi, je voulais pouvoir rester très opérationnel sur d'autres sujets, sur d'autres choses. Donc, j'ai fait ce choix très pragmatique de continuer dans l'argent, mais sans rester dupe. Je sais très bien que à chaque fois que je dépense 1 euro, je fais partie du problème et je perpétue le système. Voilà, faut juste le savoir, et nous avons besoin, au-delà des idéologies, de rester très pragmatique, de savoir à quel moment on lâche un front pour mieux fonctionner sur un autre. Évidemment, on peut pas se trouver sur tous les fronts à la fois. Faut juste rester un peu honnête vis-à-vis de soi-même, je crois. Ensuite, sur la note d'espoir, déjà, première chose, pour avoir beaucoup voyagé dans des pays qu'on appelle pauvres, et qu'on ne devrait pas appeler pauvres, justement, si on veut sortir de cette dichotomie riche-pauvre basée sur l'argent, la plupart des endroits, et on le voit chez les personnes aussi, qui n'ont pas nécessairement d'argent, mais elles peuvent avoir une richesse extraordinaire. Et donc, alors déjà dans des zones où il y a peu d'argent, on voit que l'économie du don, elle reprend le dessus. Il faut s'entraider déjà, système D. Donc, on se rend des services, voilà. Ensuite, on a vu et on voit de plus en plus des systèmes monétaires alternatifs, ce qu'on appelle des monnaies locales. Il y a des monnaies fondées sur le temps, etc. On peut en revenir dessus. Il s'agit de tout un sujet, hein. Mais il y a, en tout cas, on va voir arriver, et ça, j'espère. J'aurais pu apporter ma contribution à ce vaste sujet. Nous avons la possibilité de créer d'autres architectures invisibles, concrètement, d'autres systèmes monétaires. Je veux dire, vraiment, ça ne tient qu'à nous. Là, il n'y a qu'un changement de paradigme. Il n'y a aucune limitation technologique pour le faire. Autant aller sur Mars, bon, il y a quand même quelques enjeux technologiques. Autant avoir de l'énergie propre, ouais, il y a quand même des sacrés enjeux technologiques. Mais alors, créer des systèmes monétaires qui favorisent la richesse, la collaboration, qui créent de la justice sociale, il n'y a rien qui nous empêche techniquement de le faire, sinon évidemment nos blocages mentaux, culturels, nos habitudes, nos croyances, etc. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Et nous avons à disposition aujourd'hui des technologies qui nous permettent de le faire en plus de manière distribuée. Je veux dire par là que les clés de l'administration de tout ça appartiennent à tout le monde. Parce que on peut tout à fait dire, tiens, je vais faire, je sais pas, un système tout à fait démocratique, je vais moi-même écrire le code et je garde le code pour moi. Et finalement, je le fais évoluer comme je veux. Bon, ben ouais, d'accord, mais donc je reste quand même le maître du jeu. Alors, peut-être que je le fais bien et de façon bienveillante, mais ça reste quand même dépendant de moi. Et puis le jour où je n'existerai plus et que quelqu'un me remplacera, peut-être que mes successeurs ou successeuses ne le feront pas forcément avec autant d'intégrité, si j'en ai eu au départ. Et puis, si ce système démocratique que j'ai fait, ou un système monétaire distribué, pardon, un système monétaire juste que j'ai mis en place, j'en ai les clés, il déplaît beaucoup à des gens qui n'aiment pas ce genre de choses, eh ben on peut attaquer un serveur. Hein, donc, si ça fonctionne sur les systèmes serveur client, ça le rend extrêmement vulnérable. Donc, on a besoin de créer des technologies qui permettent de distribuer nos mécanismes de gouvernance, nos futurs systèmes monétaires dans le collectif. Et ça nous amène aussi sur toute une conversation qu'on pourra avoir un jour, si tu veux, mais sur l'évolution vers des systèmes, vers l'évolution de notre espèce, vers de l'intelligence collective distribuée, et non plus d'intelligence collective centralisée ou pyramidale, qui prévaut aujourd'hui. Je précise aussi, d'ailleurs, pour continuer sur les architectures invisibles, que nous vivons dans ce qu'on appelle de l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques personnes décident,
Ensuite, on a des chaînes de commandement avec la division du travail. Donc, il faut bien voir une pyramide, division du travail et chaîne de commandement. Et ce type de structure sociale ne peut exister qu'avec un système monétaire de type monnaie rare, donc de l'argent. Ça veut dire que ça fait émerger, l'argent fait émerger et entretient, nourrit les systèmes pyramidaux. Si nous avons besoin d'intelligence collective distribuée, donc des intelligences collectives supérieures dans leur capacité à l'intelligence collective pyramidale, eh bien, ça ne pourra pas se faire avec de l'argent conventionnel. Nous allons techniquement avoir besoin d'autres systèmes monétaires qui permettent, qui favorisent, qui maintiennent l'homéostasie et la croissance des systèmes distribués. Si tu veux faire ça avec de l'argent conventionnel, des monnaies rares, et je mets la blockchain, je veux dire le Bitcoin, ça fait complètement partie de l'ancien paradigme. On a changé le fond technologique, mais on reste dans les monnaies rares. Eh bien, on aura forcément les lois de condensation qui se mettent en place et on aura donc l'intelligence collective pyramidale qui émergera. Et ça, je ne le dirai jamais assez, parce que combien je vois de gens de bonne volonté aux quatre coins du monde qui veulent mettre en place des communautés alternatives, des ZAD, des systèmes écologiques, d'économie participative, de démocratie, voilà. On ne devrait pas dire démocratie participative, ça dit la même chose. Mais en tout cas, voilà, d'autres systèmes. Et ils utilisent l'argent entre eux, à l'intérieur de ça. Bonne chance, les amis. Vous allez vous faire très, très mal. Parce que, une fois de plus, les lois de condensation vont se mettre en place. Et quand bien même vous créez votre propre monnaie, mais avec le même système, ça veut dire émise par une autorité centralisée que vous avez décidé entre vous, ça continuera de la même façon, les lois de condensation se mettront en place. Alors qu'il y a d'autres systèmes qu'on peut utiliser. Et là, on entre dans un tout autre sujet, mais ça reste quand même du design, de l'architecture, et là qu'on fait sur les monnaies. Voilà, tu vois, j'espère aborder un gros morceau, mais qui nous montre, je l'espère, la force, la puissance que la physique d'une architecture peut avoir sur la société, la forme qu'elle prend, comment on s'habille, comment on se parle, comment on se déplace, comment on mange, etc., tout ce que ça va déterminer, et y compris dans notre propre psychisme, combien on a internalisé ces choses-là. Je dois gagner ma vie, je dois montrer mon utilité, j'entends économique à l'ensemble, les notions de productivisme, la confusion entre richesse et argent. Combien de gens se disent « mais moi je veux devenir riche » alors qu'ils peuvent accéder à des tas de richesses autrement qu'avec avec l'argent. Voilà tout ce que ça conditionne à la fois au niveau sociétal, dans les formes, mais aussi dans le psychisme intérieur. Et j'espère, en prenant cet exemple de l'argent comme architecture, ça nous donne la mesure de la force que peuvent avoir ces architectures, combien elles déterminent ce qui va émerger en nous individuellement et collectivement. Ouais, oui, tu es très clair sur ce sujet.